Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi 19h-21h, 18h-20h GMT. Mais aujourd'hui c'est une édition spéciale parce qu'à l'occasion de cette haute adresse du président de la République à la jeunesse camerounaise, la 39e, je vous le rappelle, à l'endroit de la jeunesse camerounaise, à l'occasion justement de la 55e édition de la fête de la jeunesse et pour la 39e fois, Paul Biya va s'adresser à la jeunesse camerounaise, une jeunesse qui fait face premièrement à un problème d'emploi. Le chef de l'État reconnaissait dans son discours à la jeunesse le 10 février 2020 qu'il n'y a pas pour le moment adéquation entre la demande et l'offre d'emploi. Malgré le fait, disait Paul Biya, que notre économie ne crée pas suffisamment d'emplois. Le chef de l'État a tout de même annoncé que 500 000 emplois avaient été créés en 2019 dans le secteur moderne de notre économie. Fer de lance de la nation. Comme aimait à le rappeler Amadou Ahidjo, le prédécesseur de Paul Biya, la jeunesse camerounaise fait aujourd'hui face à des crises multiformes. Dans le domaine de la sécurité, crise sécuritaire, sanitaire et même dans le milieu scolaire. Dans un contexte toujours dominé par la pandémie Covid-19, la jeunesse du Nord-Ouest et du Sud-Ouest reste fortement impliquée dans ce conflit, tout comme elle est pointée du doigt comme principal responsable de la consommation de l'alcool et des drogues, de l'exacerbation de la violence en milieu scolaire. Madame, Monsieur, comme je vous l'ai dit, l'édition bilingue est passée, vous l'avez eu à 18h, mais à 20h, comme les de coutume, chaque 10 février, ce sera le discours du chef de l'État à l'adresse de la jeunesse, la nation camerounaise et de manière globale, surtout les jeunes, mais après on aura une édition spéciale en anglais, dirigée par Jonathan Babila, puis nous on va prendre le relais, on va reprendre les choses en main à partir de 21h pour la suite du décryptage du discours à la nation du chef de l'État. Pour commencer, nous allons présenter les invités en plateau ce soir. Yaya Bello, bonsoir, bienvenue à Douala. Merci Serge Alain, bonsoir à vous et bonsoir à tous les téléspectateurs d'Equinox Télévision. Yaya Bello du Parti camerounais pour la réconciliation nationale. C'est exact. À côté de vous, Fautine Zodjou. Bonsoir, Fautine. Bonsoir Serge Alain, bonsoir mes co-panélistes. Bonsoir à la jeunesse camerounaise qui peut-être ne va pas manifester cette année du fait de la Covid-19, même si peut-être quelques jours plus tôt on a manifesté. Parce que la Covid était en vacances pour laisser d'abord le chant. Voilà, on revient sur cette manifestation tout à l'heure. Pinjoy Mukage, good evening, welcome. Good evening to you, Serge Alain. Good evening to my co-panelists. Good evening to Cameroonians. Special good evening to those watching in the Northwest and the Southwest region. The 10th of February is a historical date in the history of Southern Cameroon, and tomorrow is a historical date in the history of English-speaking Cameroonians. It's very true that maybe in the course of the program we're going to come back to it, but the 11th of February has been given a different connotation rather than the original intended purpose of the 11th of February. Ok. Bonsoir Martin Zan. Bonsoir à tous, bonsoir Saint-Jean-Lontou, bonsoir aux populations de Ngouantet dans l'arrondissement de Colmetet. Et voilà, je profite de cette occasion pour souhaiter un joyeux anniversaire par anticipation au chef de l'État. Vous savez qu'il est né le 13 février 1933 en Vomoka. Donc, je profite de cette occasion pour, n'est-ce pas, lui souhaiter un joyeux anniversaire par anticipation. Merci. Voilà, merci. Dans cette décision, on commence par là, Fautine Zodjou, on a vu parler du chant tout à l'heure. Est-ce que vous comprenez que qu'il n'y ait pas célébration du 11 février? Est-ce qu'il pouvait empêcher est-ce qu'on ne pouvait pas réduire, par exemple, le nombre de carrés? Absolument. Les mesures prises par le gouvernement le 17 mars, pas de regroupement de 50 personnes, mais on a vu le chant. Je pense que les choses se déroulent comme notre pays fonctionne. Ça veut dire qu'il n'y a pas de normes, il n'y a pas de preuve de quoi que ce soit, il n'y a pas d'explication
on se serait attendu qu'on dise que oui, on va peut-être limiter le nombre de carreaux, on va limiter le nombre de participants, ainsi de suite, et qu'on laisse la jeunesse célébrer. Parce qu'il y a seulement quelques jours, nous sortions d'une compétition footballistique qui a réuni des milliers de personnes dans des stades sans que les mesures de distanciation sociale ne soient respectées. Au-delà de ça, nous avons le marché central, nous avons le Carrefour de Kochi, nous avons les élèves qui sont dans les établissements scolaires, nous avons le marché Mvormbi, nous avons le marché des Bolova, nous avons le marché B, nous avons les mosquées, nous avons les églises, nous avons des boîtes de nuit, nous avons des... Ça dit que il serait pour moi malhonnête de ma part de croire qu'on peut dire que c'est la COVID-19 qui a empêché l'administration d'accepter ou du moins d'autoriser la célébration de la fête de la jeunesse, dans la mesure où même à la période où le corona venait de surgir et que les pays du monde prenaient des mesures drastiques pour ne pas se faire contaminer, le Cameroun était l'un des rares pays où on ne se limitait qu'au niveau des arrêtés, des décisions, et puis sur le terrain, on n'avait jamais vu la population mettre cela en pratique. D'abord à cause de notre situation socio-économique très catastrophique qui ne nous permettait pas déjà à l'époque d'entrer en confinement, et par la suite il y a eu rentrée scolaire, il y a eu rentrée académique, on a laissé les gens aller dans les mosquées. Donc je pense que derrière voilà, cette annulation de la célébration de la fête de la jeunesse se cache quelque chose autre, et je pense bien que avec le temps, dans les jours à venir, nous saurons qu'il y avait une autre intention, parce qu'il faudrait qu'on se le dise déjà en mai 2020. Nous n'avons pas célébré la fête nationale, la fête de l'unité de notre pays, toujours à cause du coronavirus, sauf que après mai, on a eu beaucoup d'autres manifestations sur le terrain, et même avant le 20 mai de 2020, sur le terrain, il n'y avait pas de mesures barrières respectées. Pour preuve, le coronavirus avait des heures, c'est-à-dire que ça pouvait circuler en journée à 18h. Voilà, ça pouvait en journée se cacher à 18h, ça suffisait pour contaminer les gens dans le bar. Et comme actuellement nous voyons, le corona a disparu. Il est allé en vacances en Australie, je ne sais pas où, durant la période. Deuxième vague. Voilà. Et pendant le Chan, c'est ça? Oui, pendant le Chan, il est allé en vacances, et après il va revenir le 11 février, on ne va pas célébrer. Et juste après le 11 février, il va revenir le 14 février. Et puis non, il va repartir le 14 février. Les gens vont faire la fête de l'amour. Il y a beaucoup de concerts organisés un peu de partout dans les boîtes de nuit. C'est-à-dire qu'il y a une façon de se moquer de la population camerounaise comme ça que nous dénonçons. Parce que je pense que lorsqu'on gouverne des personnes matures, il est important de savoir qu'au sein de la population, il y a des gens qui ne demandent qu'un minimum de respect, parce qu'on ne peut pas quand même dire que la non-célébration de la fête de la jeunesse est due au fait que le coronavirus est parmi nous, parce que à l'heure même où nous parlons, vous pouvez aller au marché de Kochi, il y a pire que les manifestations des fêtes de la jeunesse. Bon, disons à Ndokochi, c'est le défilé de la souffrance, parce que partant du tribunal pour le tunnel, ça peut te prendre une heure à pied. Voilà, okay. Merci. D'abord vous, Yaya Bello, comment comprendre ce qui se passe? Le Chan, on a vu les Camerounais aller en grand nombre au stade, on a vu, pourtant la CAF avait prévu qu'après une place, il y a une sieste occupée, mais on a vu les Camerounais assis côte à côte. Serge Alain. Qui explique ça, qu'on ne célèbre pas la fête de la jeunesse? Serge Alain, il y a un artiste camerounais qui disait que, je cite, les choses du Cameroun sont compliquées. Pour aller dans la suite, dans le même sens, parce qu'on ne comprend pas qu'on puisse organiser une compétition de dimension internationale. On réussit. C'est la première même, hein? Oui, la première compétition internationale, oui, en période Covid, où on a pu recevoir officiellement au moins 12 500. Parce que
quand vous voyez ces stades-là, je prends l'exemple du stade de Chapoma. Oui. C'est à peine croyable que le public que nous ayons vu là-bas soit au nombre de 12 500. Moi, j'ai l'impression qu'il y avait même 20. Vous parlez du match du Cameroun? Oui, par exemple, le match du Cameroun contre la RDC. Bon, finalement, on ne comprend pas vers où notre gouvernement veut aller. C'est-à-dire que nous partons de contradiction en contradiction. Là, nous parlons du CHAN, parce que moi, j'aimerais seulement retenir les mérites de ce CHAN. Nous avons enfin réussi à organiser une grande compétition. Parlons par exemple du problème des infrastructures. Au Cameroun, on construit les péages qu'on appelle quoi, automatiques, avant les routes. Donc, on ne comprend pas comment on peut construire des routes et des péages avant d'abord de construire des routes. Bon, nous sommes dans une sorte de contradiction. Nous avons appris qu'il y a un sous-préfet dans le pays qui a décidé que demain il y aura classe alors que demain c'est un jour férié. Donc, quelque part on se pose la question de savoir s'il y a un problème dans notre management. Et effectivement, il y a un problème dans notre management public. Ça a amené le ministre d'État, secrétaire général à la présidence, ça fait une sortie. Hein. Voilà. Donc, écrit au ministre de l'administration territoriale. Oui, je pense vous que... rappelez, il dit, j'ai l'honneur de vous demander de bien vouloir rappeler aux autorités administratives pour large diffusion les dispositions de la loi numéro 73/05 du 7 décembre 1973 fixant le régime des fêtes légales modifiées et complétées par la loi numéro 76/08 du 8 juillet 1976 qui institue la journée du 11 février férié et chômé sur l'ensemble du territoire national. Voilà. Le ministre d'État, secrétaire général de la présidence, M. Ferdinand Ngongo, qui écrit au ministre de l'administration territoriale. Justement. Parce qu'un sous-préfet a demandé, il dit que demain, c'est pas férié dans son territoire de commandement. Donc, nous constatons... Parce que le chef de terre, c'est ça? Bon, il n'y a pas de cohérence dans le management public. Donc c'est pour ça que je dis donc on aurait pu comprendre que le 20 mai de l'année passée qu'on ne célébra pas la fête nationale de l'unité parce que le Covid frappait encore dur. Mais après avoir réussi à organiser une grande compétition de cette dimension, on peut dire que c'est terminé avec Covid. Le Covid n'est pas terminé. Je crois que nous avons encore des longs mois. L'année passée ne l'est pas. Bon, aujourd'hui nous avons une capacité à maîtriser cette pandémie. On a reçu le CHAN. Je crois que nous avons avancé en la matière. Donc moi je crois qu'on aurait pu quand même organiser, même en réduisant les effectifs, les carrés qui devaient participer au défilé, mais empêcher carrément la tenue de cet événement historique pour le pays. Moi je crois que c'est un problème. D'abord, vous, ce que vous comprenez, cette autre annulation? I feel like most of my panelists have said that Cameroonians were taken aback. So many of them were surprised that the 11th of February, the march past will not take place. Now, when you cancel it, there are so many questions that come to place, like my brother has already cited. The first issue is children were studying in classes, more than 60 of them, where on the same bench, you had more than 6 or 7 children. Now, if a child did not have coronavirus during that period, is it during the march past that the child is going to have? I believe there's a problem. And secondly, if you look at the event that Cameroon organized, which is the African Championship, the football, the CHAN, we saw how there was a lot of laissez-faire during, first of all, the management. Now people were going about their different activities. Now, if during this period Cameroonians cannot have coronavirus, I don't understand whether it's just during the march past. Because during the march past, I believe that it is very organized in such a way that is even 1 meter distance, and the march past is done in such a way that schools do not interact. So calling off 11th of February and falling under coronavirus as a reason, I believe that the government, there is something I always say that you cannot deceive the people all the time. If you come today and you tell Cameroonians that we are not going to march because of coronavirus, the reason is very flimsy. I'm saying so because some of us who have to talk even with bike riders, taxi drivers. When coronavirus started in Cameroon, there was
a security measure that was taken, for instance, that if you want to enter a taxi, it is 1 ahead and 2 behind. It has finished. People go, having a mask. Those things are finished. People go about their lives. It's been normal. At first, the Baïma used to tell you plus au bâchement. Mais c'est fini. Tous on a annulé tout ça. It means that. Qui a annulé? Les Camerounais, c'est pour dire, dans les têtes, le Covid-19 n'existe plus. Covid-19? 19. Ça n'existe plus. It doesn't exist again. Oui. And if you come today and you want to cancel a historic event, which, like I said, the 11th of February is a very historic event because it is on this day that the English-speaking Cameroonians decided via the UN plebiscite to either join Nigeria or La Republic. Already independent? Independent. Now, when you look at French Cameroon will also be independent. Thank you, Serge. Now, when you look at the historical importance of 11th of February, you come up with a reason that the event will not hold because of coronavirus. I just believe that the government would have found a more valuable reason. The government could still decide. I remember in some past years when we were students, what they used to do is they organize march past. For instance, on the 10th, they choose the best schools to march on the 11th. The government must have still decided that within a subdivision, now let me take Douala 5 for instance, that okay, we are going to take just this school, and this school. Just take even 4 schools and let it be that it was celebrated. Because if we can organize major football events that brought in Cameroon 15 countries, the 15 countries that were in Cameroon are more than a small school that would have marched. So I just feel that the reason advanced by the government that 11th of February will not hold because of coronavirus doesn't enter the ear. Because if you go down the streets yourself with the microphone and you do a vox pop to 10 Cameroonians that, okay, or rather 11th February will not hold tomorrow because of coronavirus, do you think amongst the 10, not even 9 will say the government will give the government a pass mark? It means that at one moment the government just gets up, takes decisions. I don't know whether these decisions at times they consider the common man. Because there are children who have 11th of February as a day that they go out and have some kind of fun. When you come down, you stop a day that they are supposed to have fun, and like somebody said here, you're organizing a very big event. Where from what I saw on the 14th of February, where there's an artist, where people are supposed to buy a bottle of water for 20,000 francs. On 20, so I start asking myself, first of all, where does an individual take money to go and pay a nightclub for 1 million if you have not stolen the money? That's the money of a civil servant who teaches to the government from start to retirement. You are not saved 1 million francs anyway. So the government should advance a better reason to Cameroonians why the coronavirus, or rather why the 11th of February will not take place because of the coronavirus. Martin Zan, vous comprenez cette annulation? Forcément. L'annulation de la célébration de la fête du défilé par, n'est-ce pas, la haute institution du pays, elle est légitime. Cela fait partie, n'est-ce pas, des mesures, à dire des pouvoirs régaliens de l'État. Nous sommes dans un État de droit. Et comme nous sommes dans un État de droit, le chef de cet État, c'est Paul Biya, son Excellence Biya Paul Barthélemy, qui définit, n'est-ce pas, la politique de la nation et définit les grandes orientations sur la base de la loi. Or, à l'heure actuelle, si on parle de l'annulation de la fête de la jeunesse, cela tire son essence du défilé de la fête de la jeunesse, autant pour moi, cela tire son essence, n'est-ce pas, en droit administratif. C'est du droit administratif. Donc, qui tire son essence, n'est-ce pas, de l'arrêt Agnès Blanco du 8 février 1873 en France et qui se matérialise au Cameroun par l'arrêt Ngongan Djanke Martin. Vous devez donc comprendre qu'en droit administratif, il y a des mesures que l'État va prendre pour sauvegarder la population. Vous prenez là des bribes qui, n'est-ce pas, peuvent échapper ou alors que l'État peut, n'est-ce pas, tolérer pour que la population ne reste pas cloîtrée.
pour que la population puisse se mouvoir, pour que la population et pour que l'économie puisse, n'est-ce pas, avancer. Donc il y a des petites mesures de relâche. Et on ne peut pas, que ce soit au Cameroun ou en France ou ailleurs, quand je parle de la France, c'est à titre de droit comparé. Il ne faudrait pas qu'on croie que j'épouse, n'est-ce pas, un complexe, soit d'infériorité ou de supériorité. C'est à titre de droit comparé. Je dis donc que ce soit en France, que ce soit en Occident, dans tous les pays européens, il y a des mêmes mesures. Vous voyez, lorsque vous regardez le combat de catch, mais vous voyez que c'est par vidéoconférence. Vous croyez que c'est comment? Vous croyez que ça passe comment? Mais il y a des combattants. Il y a des gens qui combattent avec le public. Oui, parce que cela a été, n'est-ce pas, institué par la plus haute instance du football. Qui a donné ces mesures disant que voilà comment vous allez fonctionner lorsque vous organiserez le CHAN. Ce n'est pas le Cameroun qui a fixé ces mesures, c'est la CAF qui a fixé les mesures en disant voilà, c'est 25% de la population ou alors des spectateurs. Voilà, c'est ça. Donc vous accusez le Cameroun, je ne sais pourquoi. Vous faites l'apologie de l'incivisme. Vous êtes jeunes. Nous sommes à la veille de la fête de la jeunesse que nous allons célébrer demain. Nous devons être conscients. Les moins âgés que nous, ils nous suivent. Nous ne devons pas être ici des gens qui font, n'est-ce pas, l'apologie de l'incivisme. C'est pas de cela qu'il s'agit. Et pour conclure, il faudrait vraiment que l'on se recalibre et que l'on prenne la loi. C'est la loi, nous sommes dans un état de droit. Et le plus grand légaliste de cet état, c'est son excellence Paul Biya. Voilà, pour revenir au discours à la jeunesse l'année dernière, le président, une fois de plus, faisait demander à cette jeunesse du nord-ouest et du sud-ouest qui s'était laissé enrôler dans des bandes armées qui continuent d'entretenir un climat d'insécurité dans ces deux régions. Il demandait à ces jeunes-là de déposer les armes. Mais on a continué avec cette sale guerre parce que après, on a vu surtout le drame de Kumba, où des jeunes élèves sont tombés. Pourquoi cet appel du chef de l'État ne semble toujours pas suivi? Est-ce qu'il pourrait encore appeler les jeunes du sud-ouest et du nord-ouest ce soir à déposer ça? C'est parce que le pouvoir régalien de l'État ou la magnanimité du chef de l'État n'est pas une baguette magique et ils n'ont pas force de pression sur les questions sociologiques. C'est pour répondre à mon copanéliste du RDPC qui a tout fait sauf nous dire comment est-ce qu'on peut sortir d'une compétition footballistique et refuser la célébration. C'est la CAF qui a imposé. Refuser la célébration, ça veut dire que la CAF a estimé que de tous les pays du monde qui ont abandonné les compétitions, on a estimé que le Cameroun avait la solution magique contre la Covid-19 au point où on pouvait nous dire comment est-ce que nous allons... C'est pour revenir à quoi l'objectif, c'est la continuité du service. Le service public, continue, quel que soit ce qui peut arriver. Il y a un véritable problème ici. Et ce problème de fond revient à la question, ou du moins à l'appel du président l'année dernière qui demandait à la jeunesse des régions anglophones, voilà, de déposer les armes. Vous voyez, il y a des questions dans la société qu'on ne résout pas avec les discours, ni même pas avec l'application de la loi. Parce que quand M. Zan dit que nous sommes dans un état de droit, la loi doit être respectée, il faudrait qu'on comprenne déjà que tous les états sont par essence des états de droit. Et un état de droit n'est pas forcément un état de justice. Donc dire que nous sommes dans un état de droit, ça ne veut rien dire parce qu'il n'y a pas d'état sans droit à la base. Mais est-ce que le droit, c'est la justice? Non. Alors, si les populations du nord-ouest et du sud-ouest à un moment ne se sont pas sentis concernés de l'appel
du chef de l'État, c'est aussi parce que le chef de l'État aurait oublié les raisons qui ont conduit ces populations dans la radicalisation. C'est-à-dire que c'est un peu comme si un enfant a faim à la maison et il commence à boycotter la vaisselle, la lessive, et que le roi du pain soit de se tenir au portail pour dire il ne faudrait pas suivre ce que les voisins te disent, que non, si tu ne laves pas les assiettes, papa va te donner à manger. Viens laver les assiettes sans toutefois répondre à la question de la faim de l'enfant. Nous avons observé, après un an aujourd'hui, est-ce que les jeunes des régions du nord-ouest et du sud-ouest ont véritablement déposé les armes? La question malheureusement est non. Alors si la question est non, est-ce qu'il était important que face à une telle situation, on pense qu'un appel du chef de l'État peut résoudre le problème, lorsque ce sur quoi ces gens ont porté les armes semble ne pas être compris? Est-ce qu'au lieu de les appeler à travers une chaîne de télévision, à travers un discours de déposer les armes, il n'était pas important de comprendre aussi d'autres propositions que font certaines personnalités et certaines personnes sérieuses de notre pays à travers la convocation d'un véritable dialogue, l'application de la décentralisation, ainsi de suite. Parce qu'il faut se dire, Monsieur Serge Alain Autou, le problème de fond qui a poussé la révolte dans ces deux régions, c'est l'escroquerie de l'implémentation de la décentralisation. Alors actuellement, la solution par la décentralisation est obsolète. C'est-à-dire que ceux qui veulent résoudre ce problème, ils ne peuvent pas comprendre les méthodes situées dans le temps, vont nous amener à croire qu'un discours d'un président de la République peut changer quelque chose dans les mentalités. On va peut-être nous servir dans un instant, comme l'année dernière, un discours peut-être sur 5000 emplois. Et moi, je serais désolé, comme je l'ai dit l'année dernière, qu'on ne peut pas dire qu'on a créé 5000 emplois dans le secteur formel, alors que moi, je sais que dans ma famille, personne n'a reçu un emploi. Dans mon quartier, personne n'a reçu un emploi. De tout mon entourage, 500 000 emplois. Donc, je n'ai vu personne qui a bénéficié d'un emploi moderne créé en sur les 500 000. Alors, la question qu'on se pose, parce que les baromètres sociologiques sont souvent très simples. Si on vous dit que sur 24 millions d'habitants, 1 million de personnes, voilà, ont répondu présent. Vous avez fait l'étude dans quel quartier? À un appel, et que sur les 1 million de personnes qui répondent à un appel qui représente environ 10% de la population, et que dans toute une ville, vous ne reconnaissez personne, pourtant vous côtoyez des milliers de personnes. Chaque jour, personne n'a reçu un emploi. Comment vous voulez que nous puissions croire? Il en est donc de même pour cet appel à la région, aux populations des régions du nord-ouest et du sud-ouest de déposer les armes. Qu'on nous a dit à un moment donné que plusieurs jeunes avaient déjà déposé les armes et étaient dans les camps du comité de démobilisation, de désarmement et de réinsertion. Et on se demande alors aujourd'hui pourquoi la crise continue sur le terrain. On ne peut pas se mentir à nous-mêmes. On ne peut pas se mentir à nous-mêmes pendant longtemps, puisque nous avons besoin des solutions. Ce que les gens pensent que ceux qui disent que les choses ne marchent pas ou que les choses ne sont pas bien faites détestent le Cameroun ou ont quelque chose contre les dirigeants. Non. On peut détester une manière de faire sans détester quelqu'un. Puisque lorsque ça ne marche pas, nous souffrons tous. Ce n'est pas Fautine qui souffre. Okay. Ce n'est pas les panélistes de ce plateau qui souffrent. C'est toute la République qui souffre lorsque ça ne marche pas. Donc demander les solutions, c'est demander le bien-être de tous. Ce n'est pas détester qui que ce soit. Voilà. Et puis Joël Moukage, le président, a parlé de 500 000 emplois qui ont été créés en 2019 dans le secteur moderne de l'économie camerounaise. Et aussi cet appel à la jeunesse à déposer les armes. On a vu il y a quelques semaines des jeunes du CNDDR de Boya manifester pour des conditions de vie. Ça veut dire quand même qu'il y a des jeunes qui déposent des armes. Parce qu'on a vu des jeunes sortir. Yeah, Serge, the president talked about the fact that those who were misled and took up arms against the government should drop the arms, and that those who have dropped are enjoying at the different centers. Those are his words. Now, when you look at what happened in Boya, the question you ask yourself, are they enjoying? They are not. If people who have already dropped their arms can come to the street and say that we are demonstrating because of unfulfilled promises, it means that there is a problem.
It means that even somebody somewhere who has the intention to drop, there is a problem somewhere. Talking about 500,000 jobs, I don't know whether on which statistics the president was basing to say that, because if you look only in Douala, how many Cameroonians are bike riders? Look only in Douala. How many Cameroonians are bike riders? Are those the 5,000 Cameroonians or 500,000 Cameroonians the head of state was referring to? Look at the so many taxi drivers you have in town. Look at the young girls who are doing call box. Because at times, what is killing us is lack of truth. Nobody loves Cameroon more than the other person, and nobody hates Cameroon. But when you come with unfounded statistics and you say that last year the government created 500,000 jobs, I'll give you very simple two examples. One, when they launch a concours, say École Normale Supérieure, they will tell you they need 30 in the Faculty of History in the Northwest region. If you were to do regional balance to get 30 students to read history in ENS Bambili, Cameroon has 10 regions. It means that each region is supposed to give 3. Now, if you take that 3, does it sum up to 500,000? It doesn't. Let me leave them go to ENAM, the prestigious exam, where it's for big people. When they say, for instance, that they are recruiting 15, if you were to do regional balance, it means that each region should first of all give 1-1. I don't understand whether the president was basing on what facts, but like we discovered from investigations we are doing every day, is that apparently there are some few persons who are feeding very far and are misleading the head of state with facts and figures that are not true. Because Cameroonians are still living in conditions that are deplorable. The few Cameroonians who pick up first degree from universities, the easiest job they can do is teaching. When you go to teach in a private school, it is a proprietor who decides your salary. At times they'll tell you, on va te payer 30 000. And how do you live with 30,000? It becomes problematic. And at the day you want to say you are not very okay with your salary, the next day they show you the door. Why? Because Cameroon has a lot of first degree holders, master degree holders who are Okada riders. So I believe that the head of state in all his points, because I took time to go through the speech of last year's SEJ, and I discovered that the head of state, I don't know what he was basing his statistics and his facts. It's far from a reality. The reality is not there. Go on social media, a very simple one. I kept a post on my Facebook page and I said, what the president is to address the youth today. What is your expectation? That's just what we call a random sampling of opinion. Now, if you have 30 people who are responding to it and they tell you nothing, it's the same old speech. It's the same. If I don't know, it's just to tell the head of state that Cameroonians feel that for the past years that has been there is a kind of monotony, is a kind of repetition, because even the things we have here, in his speech, I had said, if some of us were to speculate, you're going to hear about coronavirus that is tying the country down. You're going to hear about insecurity in the Northwest and the Southwest region, that the army is very professional and is causing people to drop their arms. There is absolutely very few or nothing tangible to pick out of it. Ok. Voilà, Jean, lorsque le président parle de 500 000 emplois qui ont été créés dans le secteur moderne de l'économie camerounaise. Effectivement, le chef de l'État a mis une machine en branle pour que, n'est-ce pas, cette machine recrute et qu'elle fasse aussi recruter. Quand je vois mon co-panéliste et M. Foutine raconter des choses, ils ne savent pas comment on fait les statistiques. Et ils pensent plutôt que c'est du bénitariat. Lorsque vous arrivez au marché ou alors au carrefour de Koti, vous comptez le nombre de personnes, ou dans votre quartier, vous cherchez, mais c'est normal, les Bensikina. Mais il faut regarder TF1, il y a les Bensikina en France, vous ne savez pas? C'est élémentaire. Si vous ne regardez pas la télé et que vous venez sur un plateau de télévision, croyez qu'il n'y a que les Bensikina au Cameroun. Il y en a en France. En France, il y a des motos taximans. Voilà. Pour revenir donc en France,
Il y a des motos. Et ici, on les appelle benzikineurs. Et non, c'est mototaximen. Et en France, c'est mototaximen. Il faut suivre. Bon, c'est pas ça. Je suis pas interpellé là-dessus, c'est juste un argument. Parlons, n'est-ce pas, de 500 000 emplois. Il faut d'abord, avant d'arriver ici sur ce plateau de télévision, qui est d'ailleurs très prestigieux, il faut, n'est-ce pas, recenser tous les concours que l'État a lancés, que la fonction publique a lancé, les recrutements directs. Vous les recensez. Après, maintenant, vous recensez les recrutements indirects. Et maintenant, vous allez dans les sociétés publiques, les sociétés parapubliques et les sociétés privées. Parce qu'à chaque fois qu'un employé signe un contrat de travail, on va à l'inspection du travail pour que l'inspecteur du travail le contresigne. Donc les statistiques sont donc envoyées vers le haut. Et c'est sur cette base, la base de recrutement de la fonction publique, des sociétés publiques, des sociétés parapubliques, des sociétés privées, que le chef de l'État vient donc dire à son peuple qu'il y a eu 500 000 emplois. Ce sont des statistiques. Vous pouvez aller n'importe où. Allez, choisissez l'inspection du travail qui vous plaît au Cameroun. Vous arrivez, vous verrez qu'ils font des statistiques. Depuis le mois de janvier, les statistiques sont faites. Et les statistiques de l'an passé sont faites. Combien de recrutements vous devez comprendre. Cameroun a fait cette année. Allons sur vos statistiques. Attendons que le chef d'État parle. Ah, mais vous avez... Je ne suis pas la personne habilitée à parler du nombre d'emplois. Le chef d'État va parler. Vous sur la base des statistiques. Parlons aussi. Puisque vous défendez 500 000 emplois, vous n'êtes pas capable de justifier 500 000 emplois. Parce que moi, je contredis en vous disant que, puisque là, vous faites bien d'interpeller les statistiques. Alors, quand il faut parler des statistiques... J'ai la parole. Permettez qu'il va juste... Il me demande de démontrer, c'est lui qui me demande de démontrer. Je ne vous ai jamais demandé de démontrer. Il y a Bello qui va intervenir. Voilà, lorsqu'on parle aussi des jeunes du nord-ouest et du sud-ouest qui ont déposé des armes, c'est effectif. La menace, il n'y en a plus. C'est terminé. Oh là là. Même le cardinal Christian Tumi a capitulé. Lui qui a l'habitude de tirer sur l'État à ses réfugiés en disant que ce sont des délinquants nigérians qui sont entrés au Cameroun. Avant, ce n'est pas ce discours qu'il tenait. Il a capitulé et vraiment nous allons vers l'avant. La jeunesse du nord-ouest et du sud-ouest. Comme nous n'allons pas matériellement fêter je peux me reprendre, fêter la fête de la jeunesse, ils le feront, n'est-ce pas, cette jeunesse la fera, n'est-ce pas, de manière psychologique et très contente avec le drapeau camerounais. Il y a Bello sur cette situation des emplois qui ont été créés, 100 000, et cette jeunesse du nord-ouest et du sud-ouest qui est appelée à déposer les armes. Bon, franchement, moi je suis surpris, parce que je ne sais pas quel genre de statistiques M. Zan et ses amis du RDPC ont fait pour savoir que le Cameroun a recruté 500 000 personnes en 2019 dans la fonction publique camerounaise. Parce que 500 000, il faut dire à nos compatriotes qui nous suivent, 500 000 personnes, c'est 10 fois, je crois, le stade du Chapoma. 500 000. Et je vous dis, on n'a même pas besoin de faire des statistiques pour comprendre que ceci n'est qu'un discours de propagande. Pourquoi? Parce que chaque année, je prends seulement l'exemple de l'ENAM. Quand on recrute 200 personnes et plus à l'ENAM, nous ressentons ça dans la société. Tel ami a réussi, tel cousin a réussi, l'enfant de tel a réussi. Nous on recrute 500 000 jeunes en une année dans la fonction publique camerounaise et nous ne sommes pas au courant. Vous seuls autour de moi, il y a des gens qui sont au courant. Et il y a des gens qui sont en plus de cela, moi je veux poser la question. La fonction publique camerounaise compte combien d'agents? Dites-nous. Parce que si en une année on a réussi à recruter 500 000 personnes, ça veut dire que la fonction publique camerounaise peut compter même 5 à 10 millions d'agents. Parce qu'on ne peut pas recruter 500 000 personnes et que personne ne voit. C'est vraiment vous que les gens vont aussi à la retraite.
Je veux donc dire que lorsque vous avez que vous devez voir aussi à la retraite. je n'ai pas besoin. D'accord. Permettez que je lise ce paragraphe du discours du chef de l'État l'année dernière. Il parlant du problème de l'emploi des jeunes. Ce dernier problème reste préoccupant, surtout s'agissant des jeunes. Il n'y a pas en effet pour le moment adéquation entre la demande et l'offre d'emploi. L'État et le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle font tout ce qu'ils peuvent pour apporter des réponses. Le premier par ses recrutements dans la fonction publique et l'armée. Le second par la mise en œuvre des différents programmes d'aide à l'emploi. Bon, le discours lui-même est fort évocateur. Quand il dit que le ministère... dans la fonction publique et l'armée. Oui, quand il dit que le ministère, enfin, les institutions en charge font ce qu'ils peuvent. Ouais. Ça veut dire qu'ils sont incapables. C'est qu'ils peuvent. Simplement, c'est qu'ils peuvent. Oui, ils font ce qu'ils peuvent. C'est qu'ils ne peuvent pas. Même comme ça le marche. Ils devraient faire ce qu'ils ne peuvent pas. Le président de la République... C'est du français. Lui-même, il devrait faire ce qu'on doit. Et après de nous dire que... Oui. Ces institutions qu'il a mises en place ne sont pas justement capables. Le président qui dit. Voilà, c'est lui-même qui dit. Il faut ce qu'ils peuvent. Non, je reprends. L'État et le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle font tout ce qu'ils peuvent pour apporter des réponses. Voilà. Et des réponses qui ne sont pas suffisantes. Parce qu'aujourd'hui, sur les données de 2019, basées sur les statistiques de 2019, des statistiques objectives, on peut remarquer que 10% des jeunes sont dans l'informel. 10% seulement sont dans le formel. 90% sont dans le secteur informel. Ça veut donc dire que ce sont des chiffres officiels. Ce sont des chiffres officiels. Je vais vous donner de la Banque mondiale. Monsieur Zankou, dans l'annuaire statistique du ministère de la Jeunesse, en 2015. Je vous dis, l'année statistique de 2015. Je suis en train de vous donner. Les statisticiens du ministère de la Jeunesse nous disaient que la jeunesse camerounaise est à 85% en sous-emploi. C'est pas moi qui dis, c'est le ministère. C'est une façon d'interpréter. Permettez à Yaya Bello d'aller jusqu'au bout. Pour chuter sur l'appel du président de la République à l'endroit des jeunes du nord-ouest et du sud-ouest. Et aussi, il ne faut pas l'oublier, des jeunes du septentrion qui sont enrôlés dans la bande terroriste Boko Haram. Oui. Alors, pour donc réagir à cet appel, pour poser la question de savoir pourquoi ces jeunes-là n'ont pas répondu à l'appel. Justement, il faut dire que la solution... Non, on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas répondu. Il y a les centres des CNDDR. Ils ont répondu, mais pas tous. Pourquoi certains s'entêtent encore à rester en brousse, qui demandent tout le temps qu'ils doivent sortir. Oui, donc moi je crois que au moins cet appel, nous le saluons. Il faudrait donc que ces jeunes-là aussi répondent à l'appel, parce que si les jeunes continuent à détenir les armes, parce que ce sont les jeunes qui tiennent les armes là-bas, nous n'allons pas protéger la paix, et nous pensons que seule la paix peut nous permettre de construire ce pays. Voilà, un dernier point, comme je l'ai dit, au niveau des établissements scolaires, le président a décrié la consommation des drogues et de l'alcool. Voilà, il a justement dit, il a dit, il n'y a pas longtemps, lors d'un conseil ministériel, j'ai demandé au gouvernement d'envisager la mise en place d'un plan national de lutte contre la consommation de drogue et de l'alcool. Vous allez nous dire à quoi ça renvoie. J'invite aujourd'hui le gouvernement à se mobiliser davantage contre ce fléau. Est-ce que la drogue, tout ça, ça a baissé? Vous avez regardé autour de vous dans les établissements. Et un autre point, il a évoqué, vous savez, en février 2020, on venait d'assister au meurtre du jeune Jomi Tchakounte, enseignant au lycée de Colbison, je crois. Il a évoqué ça, le meurtre à Yaoundé d'un jeune enseignant de mathématiques par un de ses élèves. Cette violence en milieu scolaire. Est-ce que pour vous ça a baissé, la drogue, consommation de drogue, d'alcool, ça a baissé, les meurtres, les enseignants ont continué, les élèves même, on entend, on a poignardé un élève a été poignardé par son camarade. Est-ce que entre février 2020 et février 2021, les lignes ont bougé? Consommation de drogue, alcool et violence en milieu scolaire. Oui, il faut
Vous voyez, moi je fustige toujours cette manière de vouloir gouverner à travers les discours. Parce que c'est le problème même de fond de notre pays. On fait croire aux gens que les discours peuvent bâtir une nation. On donne les instructions, j'ai donné les instructions, j'ai chargé, j'ai demandé. J'ai dit qu'il a demandé d'envisager la mise en place d'un plan national de lutte contre la consommation de drogue et de l'alcool. Voilà, le président disait qu'il envisageait. Voilà. Il envisageait en février 2020. Ici, la première question est celle de savoir est-ce que s'il faut lutter contre la consommation de drogue et d'alcool, en ciblant uniquement le milieu scolaire, est-ce qu'on peut réussir? Parce que si on cible le milieu scolaire, ça veut dire qu'on exerce une sorte de répression sur les élèves. Or, ce que les élèves font en milieu scolaire, ils copient hors du milieu scolaire. Ils copient dans la société, ils copient dans leur environnement. Alors, lorsqu'on a besoin de construire un peuple conscient, un peuple éduqué, un peuple travailleur, un peuple calme, un peuple qui arrive à comprendre la société, on ne fait pas un discours qui vient se tabler sur les conséquences, parce que la consommation de l'alcool et de la drogue en milieu scolaire est une conséquence d'un manque social. Okay. Il est important de le rappeler. On ne peut pas dire que les choses ont baissé parce que la manière qu'on procède ne permet même pas à ce que les choses baissent. Même si on arrivait à créer un plan de lutte contre la drogue, je me demandais bien qu'est-ce que ces gens-là vont faire. Est-ce qu'ils vont tenir des conférences pour éduquer les enfants? Est-ce qu'ils vont se tenir à l'entrée, dans les entrées des établissements scolaires pour fouiller les sacs des élèves? Okay. Est-ce que comment vous il nous reste un peu de temps, on va permettre juste en quelques secondes. Comment vous expliquez que les snack bars soient ouverts autour des établissements scolaires et que cela ne met personne? Voilà. Est-ce que, Martin Zan, je commence par vous. Est-ce que vous avez entendu parler de ce plan national de lutte contre la consommation de drogue et de l'alcool? Oui. Tel qu'envisagé par le président lors de son discours. Des efforts sont déjà faits au niveau des établissements scolaires par des surveillants généraux, les censeurs, les proviseurs. Ils font leur travail, ils fouillent les sacs des élèves. Même comme certaines choses peuvent, n'est-ce pas, échapper. Cela se voit partout ailleurs. Mais il faudrait que la jeunesse comprenne que le chef de l'État ne peut pas venir éduquer les enfants chez vous. Si vous êtes un bandit, vous faites un enfant, il sera bandit. C'est un bandit que vous mettez dans la société. Donc ne pensez pas que le chef de l'État quittera et tout dit. Où il occupe ses grandes fonctions, il est tellement occupé pour venir chez vous. L'éducation part d'abord de la cellule. La cellule, c'est la famille. Nous devons d'abord éduquer nos enfants pour que ceci soit correct. Oui, merci. Oui, d'abord, Yaya Bello. Oui, je pense que c'est un phénomène de société qu'il faut envisager une solution globale, pas seulement au milieu scolaire, parce qu'on aura beau faire la répression au niveau des écoles, et dès que les enfants quittent l'école, ils rentrent. Le président parlait d'un plan national, pas seulement pour les établissements. Justement, donc, c'est pour dire que c'est un problème de société. Il faut sensibiliser, il faut éduquer et il faut passer à la répression. Je pense que c'est comme cela qu'on va réduire. Et la violence en milieu scolaire, vous pensez que ça a changé entre février 2020 et février 2021? À notre connaissance, nous pensons qu'on peut noter une légère diminution. Okay. I think that when we look at the consumption of alcohol and drugs within the school milieu, first of all, to begin with, the question you will want to ask me is how these things find themselves inside school. It finds themselves inside school because, first of all, within a school, the school recruits those they call part-time teachers, some of whom cannot have something substantial. These same teachers are the ones at times who take phones, take things of the students and keep. When the search is ongoing, they take it away, and they keep and give it later. Merci. Dans un instant, le discours à la nation, à la jeunesse du chef de l'État. Mais avant cela, une page de pub.